Voilà. Après ce petit problème technique, nous allons pouvoir commencer. Monsieur le Président, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler d'une maladie qui n'est pas grave, qui est extrêmement courante, qui est même extrêmement simple. Et vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est de voir les problèmes qu'a posé cette maladie pour en trouver la cause. Et vous allez voir que les connaissances sont parfois difficiles. Il y a souvent des oublis, des découvertes, des oublis, des redécouvertes. Et dans la gale, c'est particulièrement le cas. Alors la gale est une maladie très courante qui est pour beaucoup d'entre nous et des patients que l'on voit, une maladie qu'ils pensaient ne plus exister, une maladie du passé. Et ce n'est pas le cas puisque non seulement elle a toujours existé en Europe, mais depuis une quinzaine d'années, il y a une augmentation des cas de manière extrême, c'est-à-dire 10 à 15% par an d'augmentation en France, bien entendu, alors qu'elle est tout à fait sous forme endémique dans les pays, on va dire, en voie de développement, et même, on peut dire, pratiquement tous les pays du monde, sauf peut-être l'Europe et le Moyen-Orient. Alors, voilà l'exemple typique du galeux qui se gratte. Et là, vous allez voir que la gale, c'est ça, c'est une démangeaison, un prurite et du grattage. On ne peut pas se gratter plus, vous voyez qu'il se gratte la tête, le cou avec la tête, la main avec l'autre main, le dos contre le mur et même le mollet avec la jambe. C'est une maladie cosmopolite, je l'ai dit, c'est une maladie très contagieuse, donc très fréquente par définition. C'est une maladie de peau qui démange le plus, les plus prurigineuses. Et ce qui est intéressant dans l'histoire des sciences et de la médecine, c'est que c'est peut-être une des maladies, une maladie de la peau, mais peut-être une maladie infectieuse, et peut-être même la première maladie où on a pu démontrer une cause. Ce qui est très important, parce qu'on pensait à l'époque que les maladies venaient un petit peu par vengeance divine, peut-être par punition, souvent. Ça a été le cas pour pas mal de maladies, mais aussi à cause du mauvais air, mais aussi à cause de la nourriture, mais aussi à cause des mauvaises humeurs. C'est-à-dire dans la théorie d'Hippocrate qui faisait de la maladie finalement la cause d'un dérèglement des humeurs, des quatre humeurs, bien connues d'Hippocrate. Alors là, on a pu enfin trouver, vous allez voir, à plusieurs reprises dans l'histoire, la cause, et donc on pouvait démontrer que la maladie avait bien une cause, et donc que peut-être les autres maladies aussi avaient une cause. Et puis vous allez voir qu'au XIXe siècle, c'est une incroyable épopée médicale pour retrouver la connaissance de ce parasite qu'on ne trouvait plus, qu'on croyait même qu'il n'avait jamais existé puisqu'on ne le trouvait pas. Et puis vous allez voir que ce n'est pas du tout une maladie du passé comme je vous l'ai déjà un peu dit. Alors c'est effectivement une maladie d'aujourd'hui, puisque actuellement dans le monde, l'OMS nous dit qu'il y a environ 300 millions de cas par an dans le monde. C'est énorme. C'est énorme. Et on peut dire que c'est une maladie qui a été délaissée, une maladie ignorée de l'OMS. Et maintenant, on commence à s'y intéresser plus, enfin l'OMS, pour essayer de l'éradiquer. C'est une maladie qui a toujours accompagné l'espèce humaine. Et d'ailleurs, chaque espèce animale aussi, puisque chaque espèce animale a sa propre gale. On va en reparler. Si vous voulez une épidémie de gale, c'est très simple. Vous prenez de la misère, de la promiscuité, et tout de suite, la gale va se développer. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On vous parlera à la fin, dans la partie actuelle, au XXIe siècle, les épidémies de gale dans les camps de migrants. Et puis, je vous l'ai dit, depuis 15 ans, il y a une augmentation régulière des cas de gale. On le voit très bien sur ce schéma, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour vous parler de l'histoire un peu de la gale, il faut d'abord dire un peu ce que c'est, puisque tout le monde n'a pas forcément une connaissance bien de cette maladie. Donc, c'est une maladie due à un parasite. Ce parasite a un cycle sur l'homme de 20 jours.
Donc c'est très rapide, hein, et on comprend comment ça peut être extrêmement contagieux et extrêmement reproductif. Et c'est dû à un parasite qui s'appelle le sarcopte. On verra l'étymologie du mot après. En sachant que c'est la femelle surtout qui nous intéresse. Elle mesure à peu près 1/2 millimètre, ce qui fait qu'on peut pratiquement la voir à l'œil nu, voire avec une grosse loupe. 1/2 millimètre, c'est pas si petit que ça. Le mâle, par contre, est tout petit. Il est 2 fois plus petit. Il ne sert qu'à une seule chose, c'est à la reproduction de la femelle. Dès que la femelle a été fécondée, le mâle meurt. Donc vous voyez, il est petit, il s'accouple et il meurt. Donc une vie finalement pas très drôle. Les femelles donc nous intéressent, ce sont les femelles adultes qui sont en nombre restreint, c'est-à-dire qu'il y a environ une dizaine de femelles adultes qui vont creuser des petits tunnels, ce qu'on appelle des sillons, dans l'épiderme. Elles ont des piquants sur le corps, ce qui fait qu'elles ne peuvent qu'avancer, ne peuvent plus reculer. La nature est faite qu'elles ne peuvent pas reculer, donc elles vont avancer 2-3 mm par jour et pondre 2, 3, 5 œufs par jour qui vont rester dans le sillon, comme ça. Et ces femelles sont très, très peu nombreuses, une dizaine, c'est-à-dire que vous avez une dizaine d'adultes chez quelqu'un qui va se gratter de la tête aux pieds. Et ces lésions ne sont pas n'importe où, elles sont sur les mains, essentiellement, entre les doigts, sur les poignets, essentiellement, et sur les pieds, bien sûr, mais également sur quelques-unes ailleurs, mais voyez, plutôt à ces endroits-là. Alors, chaque espèce animale a sa propre gale. On connaît 104 espèces à peu près de sarcoptes sur 27 familles d'animaux sauvages ou domestiques. Ce qui fait que lorsque votre chat a la gale, c'est la gale du chat. Lorsque votre chien a la gale, c'est la gale du chien, la gale de l'ours, etc., du chameau. Et l'homme, il a la gale de l'homme. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il y a des passages ? Oui, il peut y avoir des passages exceptionnels lorsque vous avez une femme, une mère à chat qui a 40 chats dans son appartement. Il est évident qu'elle peut attraper la gale du chat. C'est une impasse parasitaire, mais ça peut durer quand même quelques temps, la gratter un peu, mais ça n'ira pas loin puisque chaque espèce est typique de l'espèce. Alors, le prurite, donc on a dit, est majeur. C'est une démangeaison qui est très forte, surtout le soir à la chaleur du lit. Hein. La journée, bon, finalement, pas trop. Alors, bien sûr, comme ça démange beaucoup, eh bien, on se gratte beaucoup et il va y avoir des lésions de grattage extrêmement importantes, non spécifiques, très nombreuses, qui dépassent largement le cadre des quelques femelles qui traversent l'épiderme pour pondre des œufs. Pourquoi ? Parce que la symptomatologie va être due d'une part à la présence des sarcoptes, qui font des tunnels, donc ça démange quand même, c'est dans la peau, mais aussi à des réactions d'hypersensibilité aux antigènes des acariens. C'est pour ça qu'on se gratte de partout, même là où il n'y a pas forcément de sarcopte femelle. La contamination, comment se contamine-t-on ? Comment attrape-t-on la gale ? Eh bien, il y en a 3 possibilités. Le contact peau à peau, qui est la cause principale, et ça en fait, la gale est une maladie, une infection sexuellement transmissible, hein, on dit aujourd'hui. Le lit, bien sûr, si vous couchez dans le lit où un galeux a couché la veille, eh bien vous attraperez la gale. Et puis les vêtements, bien sûr, il n'est pas recommandé de porter des vêtements de galeux. Bon. Nous verrons après que ça s'est fait et que ça a été même un traitement. Porter les vêtements d'un galeux. Ça soignait d'autres maladies, on verra. Napoléon en a fait des frais, d'ailleurs, je vous le redirai. Alors la gale, c'est une maladie très bénigne, puisque le plus souvent, il ne se passe rien d'autre. Ça ne guérit pas, ça démange, c'est tout. Sauf que dans les pays en voie de développement, eh bien, on va se gratter beaucoup, ça va se surinfecter, et ce sera la principale cause dans ces pays des glomérulonéphrite, des atteintes rénales post-infectieuses. On ne voit plus ça en France, bien entendu. Alors, ce parasite de la gale ne transmet aucune maladie. Ce n'est pas du tout comme les puces. Vous savez que les puces transmettent la peste. Vous savez que les poux transmettent le typhus. Vous savez que les tiques transmettent la maladie de Lyme et de bien d'autres encéphalites virales. Bien. Alors, bien sûr, pour terminer ce petit panorama, on peut dire qu'il existe chez nous un traitement efficace, que le traitement qu'on utilise aujourd'hui est un traitement qu'on utilise depuis 1945. Il existe toujours, mais on en reparlera à la fin. Bien sûr, le problème, c'est de traiter toute la famille quand on a un cas de gale, de traiter les lits, de traiter les vêtements. Et ça, c'est un peu difficile, surtout quand on est dans des conditions de la misère.
aller faire désinfecter des vêtements chez quelqu'un qui n'a qu'un seul vêtement, c'est évidemment un peu difficile. C'est ce qui se passe actuellement dans les camps de réfugiés. C'est une maladie de la misère, c'est certain, et qui est évidemment considérée comme une maladie honteuse, par excellence. Hein. Rappelez-vous La Fontaine, ce galeux, ce pelé, ce galeux, etc., etc. Alors, maintenant, on va voir un peu l'histoire de cette maladie, en partant un petit peu de la fin, puisque en 1865, notre grand Claude Bernard a écrit que la gale est une maladie dont le déterminisme est aujourd'hui à peu près établi. Vous voyez, et nous sommes en 1865. Il faudra pratiquement attendre la fin du 19e siècle pour qu'enfin tout le monde soit d'accord. La gale, on sait d'où elle vient, elle est bien due à un parasite. Ça va être une succession de découvertes, d'oublis et de redécouvertes. On va voir que les connaissances médicales étaient souvent bien inférieures aux connaissances populaires, que la connaissance selon les continents, selon les époques, est très variée là aussi. Alors, quelques mots sur l'étymologie. Quelle est l'étymologie du mot gale ? Eh bien, gale, qu'on écrit parfois avec 2 L, mais en fait, il vaut mieux l'écrire avec un L aujourd'hui. Alors, il y a 2 étymologies possibles. Ça pourrait venir de calus, calus qui a donné le cal, la callosité. Pourquoi ? Parce que la peau des galeux était très lichénifiée, on dit, c'est-à-dire très épaissie à cause du grattage, qui ressemblait un peu à des callosités. Ou alors, et ça peut-être que notre président nous en parlera, de Gala, qui a donné la gale avec 2 L des arbres. Alors la gale des arbres, je vous ai mis un exemple à droite. Je crois que ça doit être une gale du chêne, je pense. Vous me confirmerez. Donc c'est un parasitisme aussi, finalement, des végétaux, mais ça n'a rien à voir, bien sûr, avec notre gale. Alors les synonymes de gale. Gale, on parle de gratelle, de rogne. Alors rogne, vous savez que c'est un terme lyonnais très utilisé. Hein, j'ai vérifié dans le littré de la Grande Côte. Rogne, les rogneux, se mettre en rogne, etc. C'est dérivé du sens ancien qui voulait dire la gale. Et d'ailleurs, une vieille rogne, c'est une sorte de plaie un peu traînante sur une jambe. Ça sera une rogne à la Croix-Rousse, par exemple. Alors, l'apsor, là, ça vous évoque aussi le mot psoriasis. Hein, c'est la même racine. Psor, en grec, ça veut dire « je frotte ». Et la scabiose, terme qu'on utilise encore bien souvent aujourd'hui pour parler de la maladie. Scabiose, ça vient de scabiès, mais on va y revenir aussi. Et puis, je vous ai cité François Villon, ces 2 vers, et ceux qui ont les culs rogneux, chacun une chaise percée, etc. Sarcopte, par contre, c'est du grec, ça veut dire qui découpe la chair. Et le sarcopte, les synonymes de sarcopte, c'est acarien, acar, ciron, et j'emploierai souvent ces mots-là indifféremment. Alors, voilà quelques images de gale. À gauche, vous voyez un enfant qui a des lésions tout à fait profuses au niveau des mains. Et on voit en dessous, sous un pied, sous une plante, un beau sillon ici, un beau sillon ici. Et je vous fais remarquer tout de suite que là, nous avons une sorte de pustule. Et le problème, c'est que ce n'est pas là, justement, qu'il faut chercher le parasite. C'est tout au bout du sillon, c'est-à-dire à l'autre extrémité, ici. Il est là, le parasite. Et on le cherchait toujours là, et on ne le trouvait pas. On va y revenir. À droite, c'est une gravure, une planche ancienne du traité d'Alibert sur les maladies de la peau. On voit une représentation qui n'est pas excellente d'ailleurs, il n'y a pas de sillon. Et puis on voit le parasite, qui est d'ailleurs une très mauvaise reproduction du parasite, mais on y reviendra. Alors le sarcopte, c'est quoi ? C'est un acarien, c'est le taxon des acariens. Les acariens, tout le monde connaît. On connaît les acariens microscopiques, ceux qui sont dans la poussière et qui nous donnent souvent de belles allergies et qui donnent des allergies respiratoires, de l'asthme, etc. Donc les acariens, ce ne sont pas des insectes, ce sont des arthropodes, bien sûr, comme les insectes, mais différents des insectes. Alors, les acariens sont apparus dès la fin de l'ère primaire. On distingue ceux qui sont tout petits, les microscopiques, et ce seront le sarcopte, notre sarcopte, mais aussi les acariens des farines et les acariens du fromage, des croûtes de fromage. Et puis, il y a les acariens de la poussière de maison qui sont plus petits que le sarcopte, bien sûr. Et puis, il y a des gros sarcoptes qui sont les tiques. Alors là, c'est gros, ça se voit largement à l'œil nu, surtout quand elles sont gonflées de sang.
Alors la différence avec les insectes, eh bien, les insectes ont 3 paires de pattes, les acariens ont 4 paires de pattes, en tout cas chez l'adulte. Les acariens n'ont pas d'antennes, pas d'ailes et un corps sans limite. Vous savez que les insectes ont une tête, un thorax, un abdomen séparés, limités, ce qui n'est pas le cas ici. Alors là, je vous fais vivre en direct la naissance d'un petit sarcopte qui est en fait une larve qui vient de sortir de son œuf, vous voyez. C'est tout à fait exceptionnel. Alors, sur les fromages, vous savez, on appelle ça des cirons ou des artisans ou des artisous. Dans le Velay, on dit les artisous, c'est des tomes. Voilà une tome aux artisous. Ailleurs, on parle d'artisans, mais c'est la même chose. Et puis les mimolettes, vous voyez, avec des superbes croûtes qui fourmillent de ciron. Hein. C'est ça qui donne ce parfum si particulier aux vieilles tomes, aux vieilles mimolettes, etc. Et c'est donc l'Acarus siro qui est un acarien aussi. Alors, revenons maintenant à notre histoire. Et dans l'Antiquité, commençons toujours chronologiquement, on va dire, eh bien, la première description de la gale, on la doit, comme souvent d'ailleurs pour les maladies, aux Chinois. Dans le premier traité d'importance, premier traité médical d'importance chinois, qu'on appelle le Su Wen, vous voyez, c'est quand même 2600 ans avant Jésus-Christ. C'est très ancien. Et on a une première description de la gale avec une définition assez claire. Quand on gratte, l'épiderme s'enlève. Il en sort du sang et de l'eau qui, en se cristallisant, produisent des croûtes sèches. Ces croûtes contiennent des animalcules. Donc, on avait bien vu qu'il y avait des parasites dedans. Il est même possible de les pêcher avec une épingle. Donc, ça voulait dire qu'ils sortaient le parasite. Donc, ils avaient parfaitement reconnu que dans ces lésions qu'ils appellent quiais, prononciation pas garantie, eh bien, ils avaient reconnu parfaitement la gale. C'était très ancien. Bien entendu, ces descriptions ne sont jamais arrivées en Europe, sauf extrêmement, il y a peu de temps. Chez les Égyptiens, on va trouver plusieurs affections cutanées qui démangent, qu'on appelle acutes, où il y a certainement la gale dedans, mais il y a certainement d'autres maladies de peau aussi. Et ça, c'est bien spécifié dans le plus grand papyrus médical égyptien qui s'appelle le papyrus d'Ébers, environ 1500 avant Jésus-Christ. Ah. Il ne veut plus bouger. Non, c'est le. Je pense redémarrer l'ordinateur. Non, laissez-le, bougez pas. Je vais changer de. Et puis ils sont j'ai vu trouver un autre là. Ça met ça. D'habitude, on peut reporter. Là. Bougez pas. Je vais faire autrement. Si ça fonctionne avec celui-là. Arrêtez, il faut peut-être fermer. Non, il ne faut pas fermer. Je vais être obligé de le faire à la main, c'est pas grave. Là, on va fermer. Oui. On ne peut pas reporter. Bon, il y a des mises à jour à faire, c'est pas le bon moment. Alors. Désolé, je crois que c'est un problème de pile sur celui-là. D'habitude, on peut reporter, là, on ne peut pas reporter. On va le faire à la main, non? Et là, il s'est bloqué à ce niveau-là. J'appuie, là. Ça bloque tout. Il faut fermer. Cliquez là pour
pour voir si on peut reporter. Non, ça donne rien, là, on ne peut pas reporter. D'habitude, on peut toujours reporter. Redémarrer maintenant. Oh, ça tombe mal. Ah, vivement qu'on retourne au Palais Saint-Jean. La semaine prochaine. Et on va fermer là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, vous avez une autre fermée, parce que je ne vois pas comment on peut faire. C'est pas sûr qu'on puisse. Regardez. Si. On peut continuer? Voilà. Bon, d'accord, il suffisait de faire ça. Je vais appuyer. Il faut appuyer la suivante ici. Oui, vous me direz. Faites ainsi. Merci. On continue. Donc, nous avons vu chez les Égyptiens, maintenant chez les Hébreux, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que sous des termes variés comme la tsarat, assez connu, mais aussi garab, qui veut dire frotter, etc. On a un certain nombre d'affections cutanées qu'on trouve dans les textes religieux et qui démangent, bien entendu, en général, mais on ne sait pas bien si c'est la gale ou si c'est d'autres maladies de la peau. Dans les traductions de la Bible, on va à partir du latin ou du grec. Alors, à partir du latin, le latin, ça sera scabies, qui va donner scabiose, on l'a vu. C'est la gale, mais ça peut être aussi d'autres dermatoses prurigineuses. Et puis, grec, eh bien, ça vient de psora, je vous l'ai dit. Pso, ça veut dire je frotte, qui va donner la psore, qui est la gale, en fait. Donc, scabies ou gale. Dans la Grèce antique, eh bien, les grands auteurs, Platon, dans Gorgias, Aristote, Hippocrate, Galien, vont nous décrire la gale. Par exemple, je veux quand même vous citer dans Gorgias, ces vers. Et d'abord, dis-moi si c'est vivre heureux quand on a la gale et envie de se gratter, que se gratter à son aise et passer sa vie à se gratter. Je réponds qu'on peut, en se grattant, vivre agréablement. C'est peut-être ça qu'on appelle la philosophie platonicienne. Aristote, dans l'histoire des animaux, nous décrit les acariens, la ruse des bois, des vieilles cires et peut-être même de la gale. C'est pas tout à fait certain. Hippocrate ne nous dit absolument rien d'intéressant. Pour lui, ce sont des maladies qui viennent du flegme. Pour Galien, c'est plutôt la mélancolie, c'est-à-dire l'humeur noire. Chacun met ça sur le compte d'une humeur variée. Allez-y. Merci. Chez les Latins, eh bien, Virgile, Horace, Sénèque, Juvénal décrivent la gale, la citent. Pour Cicéron, avec Cicéron, on va avoir apparaître le terme de scabies, qui veut dire rugosité, aspérité, de scabérer, frotter, gratter. On l'a vu. Alors Cels, c'est le grand médecin. On ne sait même pas d'ailleurs s'il était vraiment médecin, mais en tout cas, il a écrit un livre de médecine extrêmement important, qui est certainement beaucoup plus, à mon avis, bien plus intéressant que les traités d'Hippocrate, où pratiquement toute la médecine est vraiment décrite. Alors, il nous dit la gale, c'est par un aspect surélevé et rugueux de la peau, qui rougit et qui donne naissance à des pustules. De ces lésions, les unes sèches, les autres humides, peut exuder du liquide. Donc, c'est assez descriptif. Il fait la différence entre la gale et l'impétigo. Oribase, donc l'époque byzantine, au IVe siècle, nous parle de l'humeur qui provoque la lèpre, qui pénètre dans la profondeur des parties, tandis que la gale, elle, est beaucoup plus superficielle, ce qui n'est pas faux. Dans la médecine arabe, c'est très intéressant parce qu'ils avaient tout à fait reconnu le parasite, l'acare. Dès le Xe siècle, ils connaissaient le parasite, ils savaient le reconnaître et le chercher. La gale, en arabe, il parle de djarab, qui veut dire là aussi gratter. Dans toutes les langues, dès qu'on parle de gale, ça veut dire gratter. Alors, le grand médecin persan, Rhazès, nous dit que les signes de la gale sont de petites pustules qui commencent par être rouges, puis elles se développent, et il y a avec elles un prurite intense. Elles apparaissent principalement aux mains et entre les doigts, ce qui est extrêmement juste, au coude, au coccyx et autour de celui-ci. Et il n'est pas rare qu'elles s'étendent à tout le corps. Allez-y. La première évocation d'à la fois des lésions de gale et la présence, parce qu'il fallait faire le rapprochement entre les deux, la présence du parasite, on la doit à At-Tabari,
qui lui va décrire ce qui se répand d'un granule à un autre est un animalcule qui marche lentement du premier granule au second. On peut sortir cet animalcule avec la pointe d'une aiguille, le placer sur l'ongle et l'exposer à la chaleur du soleil ou du feu. Il marche alors en rampant. Donc il avait parfaitement vu le parasite. Le problème, c'est qu'on a des lésions de Gall d'un côté, on a la connaissance d'un parasite de l'autre, mais on ne fait pas le rapprochement entre les deux. Et ça, c'est extraordinaire. Ça va durer dans tout le Moyen-Âge français et européen aussi. Avenzoar, Averroès, donc des grands noms de la médecine arabe, vont nous décrire des pustules licadiennes provoquées par l'animalcule, mais ils ne parlent pas de la gale à ce moment-là. Ils ne font pas le rapprochement. Allez-y. Alors en Europe, au Moyen-Âge et à la Renaissance, c'est-à-dire à peu près à cette époque, Isidore de Séville va nous faire une description de la gale, mais pas du tout du sarcopte. Et c'est saint Hildegarde qui, dans son livre Simplice Medicinae, va nous faire la première allusion à la présence d'un animalcule dans des lésions cutanées. Donc il faut attendre, vous voyez, là on est pratiquement au XIIe siècle. Alors les deux grands chirurgiens du Moyen-Âge, que sont Henri de Mondeville et son élève Guy de Chauliac, qui est mort à Lyon, qui est enterré à Saint-Just, au XIVe siècle, qui est séparément la gale, dont on savait très bien qu'elle était contagieuse. Les cirons, ils les connaissaient, ils les décrivent dans un autre chapitre, bien plus loin. Ils ne font pas le rapprochement entre les deux. Scaliger va parler également d'un acarus, d'un animalcule qui creuse des galeries dans la peau à l'origine du prurite. Donc pourtant, on n'est pas loin de la solution. Je vous cite quand même Rabelais, qui connaissait bien les cirons, mais d'où me vient ce ciron ici entre ses deux doigts, dit-il dans son... fait dire à Pantagruel. Rondelet parlait de l'extraction de l'acarien à l'aiguille. Ambroise Paré nous dit « Cirons, petits animaux toujours cachés sous le cuir, sous lequel ils se traînent, rampent et le rongent petit à petit, excitant une fâcheuse démangeaison et gratelle. » Donc tout est dit pratiquement, sauf qu'on n'a pas pensé que c'était ça qui c'était légal en fait. Ingracia, c'est intéressant, donc vous voyez, toujours au XVIe siècle, va nous parler de la localisation au pied des enfants, ce qui est tout à fait juste, je vous ai montré la photo tout à l'heure. On arrive au XVIIe siècle, et la grande description des naturalistes, on va dire, italiens, Redi et son élève Bonomo. Alors, en 1607, Van Helmont, qui était quelqu'un de très important, va avoir lui-même la gale et va s'examiner. Il va montrer qu'on pouvait se contaminer indirectement par des serviettes ou par des vêtements, ce qui était très juste, mais qu'on ne savait pas à l'époque. Et puis, de ce fait, puisque la contamination peut se faire par des serviettes, eh bien, il y a bien une origine précise et ce n'est plus une origine humorale comme on la considérait à ce moment-là. Un autre grand scientifique de l'époque, Mouffet, qui a écrit le Theatrum Insectorum, va être extrêmement précis dans ce texte puisqu'il va bien préciser que les parasites, les cirons, ne séjournent pas dans les pustules mais à proximité. Tout était dit et écrit. Il suffisait de lire. Pierre Borel, en 1651, va nous faire la probable première description d'un sarcope qu'il a vu au microscope. C'est l'époque de la naissance des microscopes. Et il va dire ça ressemble à un ours poilu, un hérisson, une tortue, ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais malheureusement, il va trouver ça dans une pustule de variole et on ne va pas comprendre que c'était quelqu'un qui avait à la fois la variole, mais également la gale. Et puis je vous rappelle que l'infiniment petit, l'exemple de l'infiniment petit pour Pascal, c'est le ciron. Relisez l'infiniment petit, c'est le ciron qu'il décrit comme l'infiniment petit. Voilà. Alors, Hauptmann va nous faire la probable première description du sarcope que vous voyez ici. Voilà. Voilà la première description du sarcope qui existe dans un texte. C'est assez approximatif. Mais quelques années plus tard, Hetmuller va nous faire quand même des représentations un peu plus précises. C'est encore un peu faux, mais enfin, c'est quand même pas mal déjà. Il manque 6 pattes, mais ce n'est pas très grave. S'il vous plaît. Alors voilà enfin la description, on va dire presque princeps en Europe,
avez vu que les Chinois l'avaient parfaitement déjà décrit bien avant, mais en Europe, le grand naturaliste et médecin Francisco Redi, en Italie, que l'on appelle le père de la parasitologie expérimentale, et ses élèves qui sont Bonomo, Giovanni Cosimo Bonomo, et Sestani, ses élèves, ils vont rechercher le sarcopte chez les galeux, ils vont le trouver et ils vont le dessiner, comme vous le voyez, à droite, en bas à droite, avec une représentation qui est probablement la meilleure jusqu'à présent. S'il vous plaît. Alors voilà le texte qui est un peu curieux parce que c'est une lettre qui est signée par Bonomo et qui est adressée à Redi. Donc Redi est en gros, Bonomo est en petit et on ne sait pas tellement si l'auteur c'est Redi ou si c'est Bonomo. Il est probablement que le texte a été inspiré, corrigé, peut-être même écrit par Redi, on ne sait pas. Alors, observant l'Acar au microscope, alors où sont-ils allés chercher des galeux ? Eh bien, à Livourne, chez les galériens. Les galériens de Livourne étaient tous galeux, donc il suffisait d'aller à Livourne et d'examiner ces galériens. Et ils observent l'Acar au microscope et je constatais qu'il s'agissait là d'une très petite créature vivante, ressemblant dans sa forme à une tortue, de couleur blanchâtre, avec une tache noire sur le dos, quelques fines et longues soies, 6 pattes, c'est faux, une tête pointue et 2 petites cornes à l'extrémité du museau. Bon, ça, c'est un peu difficile. Donc une description qui n'est pas beaucoup plus complète que les prédécesseurs, mais ils ont découvert qu'il y avait des œufs, vous avez vu sur la planche, donc une reproduction sexuée, une ponte, et ils vont affirmer la transmission obligatoire du parasite à l'homme, qu'elle soit directe ou indirecte. Donc c'est un grand progrès, et tout ça c'est publié donc au XVIIe siècle. À la même époque, des contemporains faisaient des représentations beaucoup plus fantaisistes. Vous voyez, on dirait un personnage de science-fiction, là. Beaucoup plus fantaisiste. Et il faudra attendre la toute fin du XVIIe siècle pour enfin admettre que le sarcopte adulte a 8 pattes, 4 paires de pattes, et non pas 6 pattes, s'il vous plaît. Au XVIIIe siècle, alors je suis désolé, je ne... Là, j'y suis pour rien, là. Bon. On va le remettre en route. C'est le problème de tout à l'heure. Hein. Au bout de 13 minutes, je ne sais pas, on court. Si ça arrête, on va le remettre en route. Il faut attendre. Arrêter les mises à jour. D'habitude sur un ordinateur. Il faut recommencer. Alors, appuyez sur la touche. Attendez, il démarrage, il va redémarrer. Il est en train de faire la mise à jour. Ouais. Nous attendons le démarrage de Windows. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est là. Ça va marcher. On y croit. Mettez poste de travail ou alors ordinateur. Voilà, vous allez trouver votre fichier.
Je crois que vous faites ça et puis essayez d'aller sur votre clé qui est là. Je sais pas pourquoi ça a mis ça. Attendez, 100%, on va voir ce que c'est. Ah, Oui, c'est bon. si. On va y arriver. Cliquez sur la bonne. Et puis on va partir de là. Diaporama. C'est là. Oui, alors attendez. C'est dommage, le suspense était à son comble. Et là, tout est retombé comme un soufflet. Oui, je vous parlais du XVIIIe siècle. Alors Pierre Crépel m'a envoyé tous les documents sur l'encyclopédie que je n'ai pas hier soir, je n'ai pas eu le temps de lire. Je ne parlerai pas de l'encyclopédie aujourd'hui. Mais vous en parlerez après, je crois. 1746, le grand Linné. Le grand Linné nous dit quelque chose de très sensé. L'âcare habite sous la peau de l'homme, causant la gale. Donc vous voyez, le rapprochement là est tout à fait net entre la maladie et le parasite. Il se tient un peu éloigné de l'endroit où il a provoqué une vésicule. Très bien. Il suit les plis de la peau, se repose à nouveau et excite la démangeaison. Donc une description très précise en 1746. Geoffroy, en 1762, va différencier parfaitement les acars de la gale et ceux du fromage. De Geer, dans Mémoire pour servir à l'histoire des insectes, va nous faire de très bons dessins des acariens, de la gale et du fromage. Donc pour eux, c'était totalement différent et on voit là vraiment une belle représentation du sarcopte humain. Et même Wickman va démontrer que les meuniers et les boulangers, c'est-à-dire ceux qui manipulaient des farines très contaminées par les acariens de la farine, eh bien, ils n'étaient pas plus galeux que les autres. Donc, ce n'était pas l'acarien de la farine qui donnait la gale. Et pourtant, malgré tout ça, qui est très précis, très bien, eh bien, la controverse va reprendre au milieu du XVIIIe siècle. Il suffit de lire le Tractatus de Morbis Cutaneis, qui est le premier grand traité de dermatologie français écrit par Anne-Charles Laurie. Dans les causes de la gale, il met en premier l'humeur pituitaire ou lymphatique, ou la bilieuse, vous voyez, elles y passent toutes, l'air froid et humide, la nourriture pauvre et peu digeste, l'eau de mauvaise qualité. Mais, ajoute-t-il, il n'est ni absurde ni ridicule qu'il y ait parmi les corps animés quelques-uns de nocifs que la vue ne peut saisir et qui s'insinuent dans la peau. Bon, il n'est pas tout à fait contre, mais enfin, on sent quand même que ce n'est pas pour lui la cause prépondérante. Donc les partisans et les opposants de la théorie parasitaire vont s'affronter. Pourquoi ? Parce qu'à partir de cette époque, on ne sait plus trouver le parasite. On ne sait plus le chercher. On le cherche et on ne le trouve plus. On arrive donc au XIXe siècle avec un épisode qui est extraordinaire. Assez navrant, il faut bien le dire, pour les médecins, mais c'est comme ça. Un étudiant en fin d'études de médecine, qui était quand même le pharmacien de l'hôpital Saint-Louis, mais qui faisait aussi médecine, il s'appelait Galès. Vous voyez déjà le problème. Il va voir Alibert, le grand patron de la dermatologie parisienne, à l'hôpital Saint-Louis, et évidemment, celui-ci va lui dire « Composez votre thèse sur la gale, votre nom vous permet d'y prétendre. » Ça, c'était extrêmement fréquent. Je peux vous dire que je vais bientôt vous parler, enfin pas ici, mais de la plique polonaise. Tous les étudiants en médecine d'origine polonaise qui étaient à Paris au XIXe siècle, ils ont tous eu une thèse sur la plique polonaise. Ça, c'était tous. Ils n'y ont pas échappé. Donc voilà ce qu'il lui dit. Et mal lui en a pris parce que ça va se retourner finalement contre lui. Pourquoi ? Nous sommes en 1812. Galès va dire « J'ai découvert le sarcopte ». Je vous rappelle que ça faisait déjà des décennies qu'on le cherchait et qu'on ne le trouvait plus. Et ça sera sa grande célébrité. Il va le trouver. Et il aura même le prix de l'Académie de médecine pour cela. Et dans la foulée, 3 mois plus tard, il soutient sa thèse sur essai sur le diagnostic de la gale, avec comme président de thèse Jean-Louis Alibert. Dès qu'il aura soutenu sa thèse, il va aller dans le privé, il va fonder un établissement de fumigation sulfureuse pour traiter les galeux, et on dit qu'il aurait traité 50 000 galeux. Autant vous dire qu'il a fait fortune, et on n'entendra plus jamais parler de lui. Voilà les dessins
dans sa thèse les dessins de la gale qui ressemblent, c'est un peu loin pour voir, mais de près, je peux vous dire que ça ressemble vraiment à des hannetons et pas du tout à un sarcope de la gale. Alors la contestation, bien sûr, va s'installer. Parce que tout le monde va essayer de faire comme lui, de rechercher, mais on ne le trouve pas. Moronval va même dire le ciron de la gale dont on parle depuis 150 ans, sans l'avoir vu, et dont on a fait des peintures imaginaires copiées les unes sur les autres et jamais sur l'original, puisqu'il n'existe pas. Cuvier vous voyez que tous les scientifiques de l'époque, et pas que des médecins, le grand Cuvier va montrer que l'acare de Galès est différent des anciennes descriptions du sarcopte humain, celles qui étaient dans les livres depuis le XVIIe siècle, mais finalement très proche des acars du fromage. Et puis, tout le monde en Europe, les Français, Biette, Lugol, Rayer, les Anglais, Whelan, Chiarucci en Italie, Alibert bien sûr, tout le monde recherche, et personne ne le trouve. Et on va finalement dire que c'était une mystification de Galès. Voilà l'événement. Et celui qui va le premier introduire cette idée, c'est le grand Raspail, celui du boulevard Raspail, qui était un grand... Il n'était pas médecin, hein. Il a été plusieurs fois condamné pour exercice illégal de la médecine, mais il était chimiste, hygiéniste, microscopiste. Mais c'était aussi, il est surtout connu aujourd'hui comme homme politique, révolutionnaire. C'était un esprit libre. Lui, il est persuadé de l'existence du sarcope de la gale. Pas plus que les autres, il n'arrive à le mettre en évidence. Mais il est convaincu, par contre, de la mystification de Galès. Il pense que Galès a mis des acars du fromage qu'il avait probablement dans sa poche et qu'il a mis sur sa coupe microscopique et il a montré sous le microscope qu'on avait affaire à du sarcopte. Il va donc imaginer une expérience secrète. Il va faire intervenir, non pas lui-même, mais Meignier, un nommé Meignier, qu'il va commanditer, et Meignier va montrer, comme Galès, qu'il démontre la présence du sarcopte. Alibert va triompher, puisque c'était le maître de Galès. Lugol a perdu, parce que Lugol disait que ça n'existait pas. Et à ce moment-là, Raspail dévoile la supercherie. Meignier avait bien un fromage avarié dans sa poche et l'a mis comme aurait pu faire Galès. Donc la contre-expérience secrète, la voilà. Alors tout ça, c'est raconté dans le texte que Raspail va publier ensuite, mais j'ai trouvé ce petit texte dont je vais vous parler avec une lettre de Raspail qui décrit toute cette histoire. Ce texte est totalement inédit. Donc, le collègue de Galès doit relever le défi. Et donc, il va déclarer qu'il y aura une séance publique à lieu le 22 octobre 1829. Vous voyez que ça fait quand même 17 ans après Galès. Hein. Il s'est passé des années. Hein. On est toujours sur la même affaire. Et il va imprimer une petite brochure en haut à droite. Il va être distribué avant la séance. Mais cette séance est supposée réussie. Et malheureusement, elle ne va pas être réussie, elle va échouer. Et ce texte donc est très rare puisqu'il n'a jamais été publié, il a juste été distribué et en plus ça a raté. Donc je pense que tout le monde a dû jeter ça. Et Raspail avait gardé son exemplaire, c'est celui que j'ai déniché. Donc c'est un fiasco total. Patrick n'est pas plus capable que Galès de montrer le vrai sarcope. Donc le monde médical ne croit plus du tout à l'existence de l'acare de la gale. Sauf Raspail qui y croit toujours. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Galès était un escroc ? Eh bien, on ne sait pas. En tout cas, il a été muet ensuite, on n'en a plus entendu parler. Et on ne sait pas si c'était vraiment le cas, s'il vous plaît. Alors voilà enfin le dernier numéro du feuilleton, si vous voulez. C'est l'apparition d'un étudiant en médecine corse qui s'appelle Simon François Renucci, qui est étudiant en médecine à l'Hôtel-Dieu à Paris. C'est un élève d'Alibert à Saint-Louis. Et lui est tout à fait surpris qu'à Paris, on ne sache pas trouver le parasite. Et il écrira dans sa thèse, aussi dès le 13 août 1834, ça fait quand même très longtemps après Galès, 22 ans après Galès, apercevant la consultation de ce médecin, c'est-à-dire Alibert, une jeune femme dont la mise annonçait l'aisance, dont les mains offraient de nombreuses vésicules de gale et qui n'avait subi aucun traitement,
j'annonçais positivement à tous les médecins et élèves qui se trouvaient là que bientôt ils verraient l'insecte fabuleux, celui qu'on attend depuis des décennies. En effet, j'en fis l'extraction à l'aide d'une épingle. Le ciron marcha très bien sur mon ongle et chacun put le voir à l'œil nu. Eureka! La plus grande découverte presque du 19e siècle. Vous voyez. Donc pourquoi? Eh bien parce que lui, il savait que les femmes corses extrayaient. C'était une manière de traiter la gale que d'enlever les parasites adultes. Donc on enlevait les parasites, il y en a une dizaine, et si vous les enlevez, il n'y a plus de contamination, etc., etc. Mais il fallait savoir où les chercher, ce que savaient parfaitement faire les femmes corses. Mais c'est ce qu'avaient dit aussi avant lui des auteurs comme Moufet ou Wickman. Alors, le 24 août 1834, ça sera la grande séance solennelle. On présente des grands noms de l'époque, vous voyez, Pinel, Lugol, Alibert, Raspail. Et là, on va voir que ce qu'il montre, c'est bien le vrai parasite. Il y a une similitude entre ce dessin et celui de De Geer. Et Ranuzzi aura le prix de 300 francs. Il va publier sa thèse l'année suivante seulement, 1835. Vous voyez sa thèse ici, sur la découverte de l'insecte qui produit la contagion de la gale, etc. Mais auparavant, Raspail aura fait un mémoire pour décrire tout cela. S'il vous plaît. Alors après Ranuzzi, finalement, tout a été dit. On va quand même découvrir en 1845 qu'il existe des mâles, parce qu'on se doutait bien qu'il y avait des œufs, il y avait une reproduction sexuée, il fallait bien qu'il y ait des mâles quelque part. On ne les trouvait pas, ils étaient petits. On les a quand même trouvés. Et puis en 1847, un Book, celui de la maladie de Besnier, Book, Schumann, va décrire la gale norvégienne, qui est une forme extrêmement profuse de gale. Alors aujourd'hui, il y a un cas de gale norvégienne dans un institut, dans un hôpital ou dans un centre pour personnes âgées, alors là, vous pouvez dire que tout le monde est contaminé parce que c'est d'une contagiosité extrême, y compris par les vêtements, la blanchisserie est contaminée, enfin tout. Bien, peu importe. Alors, mais pourtant, vous voyez qu'en 1852, tout le monde n'est encore pas d'accord. De Vergy, qui est un grand nom de la dermatologie française, nous dit l'identification de l'acarus avec la maladie, dans laquelle on le rencontre, n'est qu'une pure induction de l'esprit. C'est le sillon qui génère l'acarus. C'est la génération spontanée. Hein. On est encore en plein les gens croyaient encore à la génération spontanée. Et vous savez qu'il faudra attendre l'intervention et les expériences de Pasteur quelques années après qui vont mettre fin une fois pour toutes, même si d'autres avaient bien entendu décrié cela bien avant. Alors, fin 19e, 1880, Bazin nous dit la gale est une maladie de la peau produite par un parasite animal, le sarcopte, caractérisé par une lésion spécifique, l'éminence acarienne et le sillon. Enfin, tout est clair et définitif. S'il vous plaît. Quelques mots sur les traitements de la gale. L'histoire des traitements de la gale. Les premiers traitements, c'était le recours aux puissances surnaturelles. Les Égyptiens avaient des prières, des formules incantatoires. Les Romains avaient la déesse de la gale, Déas Cabies. Le dieu protecteur, le dieu des maladies de la peau dans la culture maya, vous voyez ici, c'est Xipétotec. Et puis en France, on utilisait les saints protecteurs. En Bretagne, c'était Saint Méen, Saint Main. Pourquoi la main? Vous savez qu'il y a toujours une éponymie entre les noms des saints et leur pouvoir. Hein. Si vous appelez Saint Gall, bien sûr, c'est parfait. Et puis Saint-Fiacre aussi, c'était pas mal, mais Saint-Fiacre aussi était utilisé pour traiter les hémorroïdes, les furoncles, enfin bon, fiacre, voilà, vous avez compris. Et puis je vous ai dit tout à l'heure que les vêtements de galeux étaient considérés parfois comme une thérapeutique, et ça pouvait traiter l'asthme, l'épilepsie, etc. Et Napoléon et son frère Louis, d'ailleurs, ont été traités de cette manière et ont attrapé, bien entendu, la gale. Les médications locales dans les thérapeutiques anciennes, eh bien, essentiellement le soufre. Et le soufre était utilisé depuis toujours. Les Égyptiens faisaient des fumigations au soufre ou des pommades avec des brossages. On le trouve chez tous les auteurs. Il y a une formule qui s'appelle la pommade d'Elmerich, qui date de 1812, qui est à base de soufre. On a vu que Galès faisait des fumigations à Paris. On a vu que, voilà. Alors, la durée du traitement, eh bien, au temps d'Alibert, c'est-à-dire début 19e, c'était 15 jours de traitement. Il
Il fallait se passer du souffle pendant 15 jours. Avec Bazin, en 1850, c'est 6 jours. Et avec Hardy, c'est 1h30. Et c'est ce qu'on appelait la frotte. Donc il fallait se frotter. Si vous frottez la peau très très fort, par exemple à l'Anticaille à Lyon, Joseph Rollet avait un traitement ambulatoire. Un bain, une friction au savon noir pendant une demi-heure. C'était pas mal quand même déjà le savon noir, hein, ça décape. Et ensuite, une friction à la pommade d'Almerich pendant 30 minutes et vous étiez guéri de la gale. C'était évidemment extrêmement pénible, malodorant et irritant. Voilà quelques reproductions de traitements comme la quintessence antipsorique, vous voyez, de l'eau de Mettenberg. Et voici dans Le médecin dans la poche, vous savez, ces mouchoirs qui étaient instructifs, où il y avait beaucoup de choses. Eh bien, on pouvait soigner des maladies comme la gratelle ou la gale, s'il vous plaît. Voilà un médicament plus récent que je n'ai pas connu, le Sarcoptol, pour retrouver une peau nette. Voilà les publicités de l'époque. Et puis, on traitait évidemment toutes les maladies de peau, mais la gale aussi. Ça traitait tout, en fait, hein, s'il vous plaît. Alors, à côté du souffle, on pouvait utiliser des corps gras. Le fait de mettre une occlusion sur la peau devait probablement détruire, ou tout au moins anéantir un peu les parasites. Le vinaigre a toujours été utilisé, bien sûr. Les autres substances minérales, le sel, hein, les chaux, l'alun, le salpêtre, etc. L'arsenic, le mercure, j'en passe et des meilleurs. Des plantes diverses, la résine, dont le baume du Pérou, qui a été introduit en 1860, qui était utilisé il y a encore quelques années. Hein. Et puis des substances animales, je n'insisterai pas, vous voyez que tout a été essayé. En tous les cas, il fallait racler la peau, frotter la peau, et c'est ce que disait déjà Rabelais, hein, le roigneux qu'on estrille, s'il vous plaît. Alors là, 3 petites thèses ou mémoires assez un peu drôles. Vous voyez qu'on a même l'acide sulfurique appliqué extérieurement. Ouf! Ils auraient pu le faire boire. Hein. Extérieurement. Enfin, ça devait décaper. On pouvait utiliser la décoction de tabac pour le traitement de la gale. Ça, c'était sûrement un peu plus doux. Ça se faisait souvent par lavement, d'ailleurs. Et puis, vous voyez, quand vous appelez Pou, eh ben, on vous a donné une thèse sur la gale. Ça, c'est sûrement pas anodin, à mon avis. S'il vous plaît. Alors, j'ai trouvé ça dans un livre de Charles Virmètre qui s'appelle Paris oublié. Je l'ai trouvé par hasard. Et en lisant, j'ai vu qu'à Paris existait un gratteur de démangeaisons qui travaillait devant les portes de l'hôpital Saint-Louis. Et c'est bien indiqué. Il se tenait chaque matin à la porte de l'hôpital, affecté, comme on sait, au traitement des maladies de la peau. Quand il voyait un malade atteint de la charmante, la gale, il s'empressait aussitôt de lui offrir ses services et le grattait vigoureusement, coût 10 sous. Ce n'était vraiment pas cher pour un tel service. Notre homme gagnait néanmoins 7 à 8 francs par jour à ce métier, ce qui est certainement assez intéressant. Il est mort récemment, sa place est vacante, etc. etc. Les médications internes, eh bien, le régime alimentaire, bien sûr, la purgation, le saignée, les lavements, ça c'est les 3 manières de corriger les humeurs depuis Hippocrate. Mais attention de ne pas faire rentrer la gale. Vous savez qu'une maladie, il ne faut jamais la faire rentrer, parce que si de l'extérieur elle rentre, ben là c'est beaucoup plus grave, bien sûr. C'est des notions encore parfois répandues dans le public. Et puis les moyens physiques, eh ben, c'est l'extraction à l'aiguille. Hein. C'est le traitement populaire par excellence. C'est ce que faisaient les Indiens d'Orénoque, les paysans des Asturies, les galériens de Livourne, on en a parlé, les femmes corses bien sûr, et les extrêmes orientaux. C'est ce qu'ils faisaient. Et d'ailleurs, Paré disait bien, les cirons se doivent tirer avec épingle ou aiguille, toutefois il vaut mieux les tuer avec décoction et onguent fait de choses amères et salées. S'il vous plaît. Bon, les méthodes modernes, je n'entrerai pas de détails, j'en reparlerai en conclusion. Simplement, je vous ai dit que le médicament, le benzoate de benzyle, qui est l'ascabiol, 1945, l'épyrétrine, d'autres produits, tous ces produits de traitement de la gale n'étaient jusqu'à ces derniers, j'allais dire presque ces derniers mois, non remboursés. Ce qui était quand même un comble de ne pas rembourser des médicaments aussi importants pour traiter des patients, souvent d'ailleurs nécessiteux. Depuis 2001, on a un médicament par voie Péros, en comprimé, qui est efficace et qui a été remboursé, lui, dès le départ, s'il vous plaît. Alors, je vous dis, pour terminer, il me faut vous dire quelques mots sur l'épidémie de gale du XXIe siècle. Alors, la gale en France depuis 2000, nous avons vu
On a quelques chiffres. On n'a pas beaucoup de chiffres parce que la gale n'est pas une maladie et déclaration obligatoire, donc on ne sait pas trop. En tout cas, on peut dire que l'incidence estimée, c'est 328 cas pour 100 000 habitants et par an en France entre 2005 à 2009. Aujourd'hui, c'est un peu plus. Parce qu'on a une augmentation d'entre 10 et 20% par an depuis cette période. Une étude récente de 2015 a calculé, elle, la prévalence, c'est-à-dire le nombre de cas, le pourcentage de personnes touchées par la gale selon les régions du monde. Et selon les études, on arrive à des taux très faibles dans certaines régions, 0,2%. Mais vous voyez que ça peut aller jusqu'à 71%. 7 personnes sur 10 dans certaines communautés sont galeuses. Alors, ces prévalences sont supérieures à 10%, en tout cas à peu près partout, le maximum étant en Amérique du Sud et dans le Pacifique. Sauf bien sûr en Europe ou en Moyen-Orient où l'incidence est bien plus faible. J'ai trouvé une étude très récente qui a été publiée en 2016 et qui concerne les 102 000 fixes en Île-de-France, où on a cherché les cas de gale. Les personnes dormant à l'extérieur ont une prévalence très forte, 6,5%, alors que celles qui dorment sous abri ont une incidence faible, 0,4%. Parmi les facteurs de risque, le fait d'être une femme, d'avoir vécu dans un squat et de ne pas posséder de sac de couchage sont des facteurs de risque importants. Il faut dire un mot sur la gale et les migrants, puisqu'aujourd'hui nous sommes confrontés à ce problème. La première pathologie du migrant, c'est la peau. Et la première pathologie de la peau, c'est la gale. Donc, ça ne vous étonnera pas de voir 2 statistiques récentes qui ont été annoncées l'année passée. Une à Paris, dans le fameux camp de la Chapelle, dans le 18e arrondissement. Ça date de juin 2017. Sur 6 mois, ils avaient donc diagnostiqué 157 cas de gale. Et Médecins sans frontières, autour du camp, en avait également diagnostiqué 164 cas. Ça représente un tiers des consultations des migrants, d'où le cri d'alarme, le camp qui a été vidé et désinfecté. Vous savez tout ce que ça a apporté également comme conséquence médiatique. Et puis à Mâcon, tout récemment, il y avait un camp sur le parking Mounier, où on a trouvé, il y avait 70 personnes sur ce camp, 10 cas de gale. Donc vous voyez, c'est quand même très important. En fait, c'est très simple. Si vous n'avez pas de vêtements, si vous n'avez pas d'hygiène, si vous vivez en promiscuité, eh bien la gale se répand comme une traînée de poudre. Et puis vous imaginez les difficultés de traitement, c'est ces gens qui n'ont parfois qu'un seul vêtement sur eux. Voilà le camp de la Chapelle à Paris. Allez-y. Alors, pour terminer, 2 choses un petit peu intéressantes, c'est qu'au moment le plus fort de l'épidémie, c'est-à-dire entre 2013 et 2015, comme par hasard, le médicament, le seul qui était vraiment le plus efficace que l'on avait à notre disposition, eh bien on ne l'a plus eu. Il était en rupture totale pendant 2 à 3 ans. Plus aucun traitement local efficace, on n'avait plus que les comprimés éventuellement si on voulait traiter une gale. Mais conséquence positive de cela et de l'épidémie, c'est que depuis janvier 2016, l'ascabiol, donc le médicament ancien, est revenu et maintenant il est remboursé. Enfin, on va dire. Un nouveau traitement très efficace qui s'appelle le Topiscab, qui est une crème, depuis juin 2016 et qui est remboursé. Le Spregal, qui est un médicament plus ancien, qu'on n'utilisait pas bien parce qu'il était moins efficace, il est quand même toujours là et maintenant il est remboursé. Ce qui veut dire que tous les traitements maintenant de la gale sont remboursés. Ça, c'est les conséquences positives. Et puis, il y a des nouveaux produits pour traiter l'environnement qui sont un peu moins chers, parce que c'est bien beau, mais ces produits coûtent cher et ne sont pas remboursés, ce qui fait que les gens qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas les acheter. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'histoire de la gale jusqu'à aujourd'hui. Et pour terminer, je vous cite ce petit poème de Jean de La Fontaine, qui est peu connu, que vous avez sur le petit résumé. Et ça s'appelle « Sur la gale de Monsieur de Clinchamp ». Et si j'avais un choix à faire, j'aimerais, mais de beaucoup mieux, avoir ce mal qu'être amoureux. Car l'amour est un mal étrange, et devant un objet charmant, on se gratte le plus souvent tout autre part qu'un ange. Oui, la gale vaut mieux, et sans comparaison, et toi-même tu vas le croire, car j'espère te faire voir que l'on doit trouver à la voir et du plaisir et de la gloire.